Le Pentagone construit une centrale nucléaire qui tient dans 4 conteneurs d'expédition. C'est le projet Pele, nommé non pas d'après le footballeur brésilien, mais d'après la déesse hawaïenne des volcans. Le bureau des capacités stratégiques du département de la Défense dirige le projet, tandis qu'un prototype est en construction dans un laboratoire national du département de l'énergie, dans l'Idaho. Le plan est de l'expédier par route, par rail, par mer ou par air vers une base isolée, de le démarrer en moins de 72 heures, de le faire fonctionner pendant au moins 3 ans sans rechargement, puis de le remballer et de repartir. Génial. Le raisonnement est le suivant. Les forces américaines utilisent des radars dans l'Arctique, des sous-marins de communication dans le Pacifique, des pistes de drones dans le désert, et des bases avancées au bout de longues chaînes d'approvisionnement. Presque toutes fonctionnent au diesel, dont chaque gallon doit être acheté, transporté par camion, avion ou bateau. Pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, ces convois faisaient partie des missions les plus dangereuses du théâtre d'opération. Un réacteur installé pendant des années sur une dalle de béton, produisant quelques mégawatts d'électricité, pourrait être la solution du Pentagone à ce problème. C'est aussi un retour à une idée que l'armée avait délaissée il y a près de 50 ans. Entre la fin des années 50 et le début des années 70, de petits réacteurs militaires alimentaient des bases sous la glace du Groenland et dans la zone du canal de Panama, jusqu'à ce que le coût, la complexité et un accident mortel dans l'Ohio y mettent fin. Les accidents nucléaires provoquent souvent ce phénomène. Le Pentagone retente avec un cœur nouveau, plus petit, et un contrat pouvant atteindre 300 millions de dollars. La question centrale est de savoir si l'énergie nucléaire peut être rendue suffisamment petite, suffisamment sûre et suffisamment digne de confiance pour accompagner l'armée loin de tout réseau électrique. Le département de la Défense est le plus grand consommateur institutionnel d'énergie aux États-Unis, avec environ 30 TWh d'électricité consommée chaque année. Il consomme plus de 10 millions de gallons de carburant quotidiennement pour ses navires, avions, véhicules et bases. La plupart de cette consommation concerne le carburéacteur et le diesel marin, mais une part importante sert de carburant pour générateurs alimentant des installations sans autre option. Le projet Pele intervient ici. Une base militaire moderne requiert beaucoup d'électricité. Les réseaux radars balayent en permanence, et les liaisons montantes par satellite ainsi que les communications tactiques ont besoin d'une alimentation électrique propre et stable. Les drones exigent des stations climatisées, et hôpitaux de campagne, purificateurs d'eau, capteurs et tentes de commandement consomment chacun leur électricité. Si tout cela était sur une base aux États-Unis continentaux, l'énergie viendrait du réseau commercial. Dans un poste avancé au Sahel ou en zone isolée, l'énergie provient de générateurs diesel dans des conteneurs insonorisés. Le diesel, dense et bien connu, alimente des générateurs fiables. Le problème, c'est tout ce qui précède l'arrivée du carburant dans le réservoir. Chaque gallon doit être acheté sur le marché mondial, raffiné, stocké, acheminé par camion ou par avion jusqu'à un port, chargé sur un navire, déchargé dans un centre, transféré dans un camion-citerne, conduit sur une route potentiellement minée ou surveillée, puis pompé dans une citerne à l'arrivée. Chaque étape coûte, prend du temps et expose des vies. En Afghanistan et en Irak, cette chaîne d'approvisionnement est devenue l'une des plus meurtrières du conflit. Les convois de carburant et d'eau entre Koweït, Bagram, Kandahar et de nombreux avant-postes étaient souvent attaqués par des embuscades et des bombes en bord de route. La route Irish, qui reliait le centre de Bagdad à l'aéroport international de Bagdad, est devenue tristement célèbre comme la route la plus dangereuse d'Irak entre 2003 et 2007. En novembre 2008 en Afghanistan, des militants ont attaqué un dépôt de l'OTAN près de Peshawar, détruisant 13 camions et causant d'importantes pertes de carburant et de ravitaillement. En 2010, des militants en Afghanistan ont attaqué des dizaines de camions-citernes de l'OTAN près du poste frontière de Torkham. Plus de 30 camions-citernes détruits et plusieurs chauffeurs tués ou gravement brûlés. Une analyse de l'armée de l'époque a conclu qu'une part importante des pertes sur le terrain était liée directement ou indirectement au transport de carburant et d'eau. L'expression qui est restée au Pentagone était la tyrannie du carburant, la façon dont la logistique dicte où les forces peuvent aller, combien de temps elles peuvent rester et ce qu'elles peuvent faire une fois sur place. Pele est la réponse. Un réacteur qui arrive une seule fois fonctionne pendant au moins 3 ans avec une seule charge de combustible et produit quelques mégawatts sur place, est conçu pour éliminer la dépendance quotidienne d'une base au convoi. Les camions continuent, bien sûr, d'arriver. Ils transportent de la nourriture, des pièces détachées et des munitions. Mais le camion-citerne, en théorie, n'a pas à le faire. C'est ce que le programme vise à réaliser. Cependant, tout cela n'est pas nouveau. Entre 1954 et 1977, l'armée a mené un programme d'énergie nucléaire ciblant justement les sites isolés manquant de carburant, une préoccupation du Pentagone. Elle a construit 8 réacteurs sur des sites aux États-Unis, en Arctique, en Antarctique et dans la zone du canal de Panama. Et pendant une brève période, il a semblé que les petits réacteurs militaires allaient devenir une caractéristique normale des bases éloignées. Le plus célèbre d'entre eux se trouvait sous la calotte glaciaire du Groenland. Le camp Century, réseau de tunnels dans la calotte glaciaire, était officiellement une station de recherche, mais servait aussi à étudier l'installation de missiles nucléaires sous la glace. Ils auraient pu faire des recherches là-dessus.
De 1960 à 1963, un réacteur portable appelé PM2A fournissait son électricité et sa chaleur, transportées par camion et assemblées sur place. Une unité similaire au PM3A a fonctionné à la station McMurdo en Antarctique de 1962 à 1972, alimentant la base américaine tout en bas du globe. Il y avait aussi une version flottante. Le MH1A était un réacteur à eau pressurisée installé à l'intérieur d'un navire Liberty converti appelé le Sturgis, et de 1968 à 1976, il est resté amarré sur le lac Gatun, alimentant en électricité le réseau de la zone du canal de Panama. La barge a ensuite passé des décennies à être lentement démantelée, et la coque a finalement été mise à la ferraille en 2019 pris ensemble. Ces réacteurs ont bel et bien démontré la faisabilité. Des centrales nucléaires militaires mobiles pouvaient fonctionner dans des zones difficiles jusqu'à leur panne. La chute s'est produite avec SL1, un réacteur nucléaire expérimental à la Station nationale d'essai de réacteurs, NRTS, dans l'Idaho, au même endroit où le projet Pell est développé aujourd'hui. En janvier 1961, un petit réacteur expérimental de l'armée à la station d'essai est passé en criticité prompte lors d'une opération de maintenance. La barre de commande centrale a été retirée trop loin, la puissance du cœur a augmenté brusquement, et la cuve du réacteur a été projetée vers le haut avec une force suffisante pour tuer les 3 militaires qui se trouvaient au-dessus. L'accident a libéré environ 1100 curies de produits de fission dans l'atmosphère et reste le seul accident mortel d'emballement de puissance d'un réacteur dans l'histoire des États-Unis. Le nettoyage, avec la récupération de corps très contaminés et l'ensevelissement du réacteur, reste un point central dans la réflexion de l'industrie sur l'erreur des opérateurs et la sûreté intrinsèque. C'était comme Tchernobyl, bien que sur une échelle minuscule et bien avant Tchernobyl, et cela a contribué à mettre fin à toute idée concernant les unités mobiles de production d'énergie nucléaire. En 1977, le programme était terminé. Les réacteurs, de chers et complexes à gérer, exigeaient du personnel spécialisé. Le diesel bon marché et le souvenir de SL1 ont fait abandonner ce projet. Pourtant, il revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Le projet Pell sera testé sur l'ancien site SL1 dans l'Idaho, avec un combustible et des dispositifs de sécurité qui, selon leurs concepteurs, font que les échecs de l'ancien programme ne sont plus pertinents. Comment cela est-il possible ? En 2016, un groupe du Defense Science Board sur les systèmes énergétiques pour bases avancées et isolées a présenté un argument officiel en faveur d'une nouvelle tentative, arrivant à une conclusion intéressante. Il soutenait que de petits réacteurs nucléaires déployables offriraient une énergie inaccessible aux générateurs diesel et recommandait au Pentagone d'étudier sérieusement cette idée. Le rapport ne privilégiait aucun modèle ni fournisseur, mais estimait que la technologie avait suffisamment progressé depuis la dernière tentative de l'armée pour justifier un nouvel examen. L'armée avait aussi retenu de ses récentes campagnes en Irak et en Afghanistan que la logistique des générateurs diesel pouvait poser problème en zone de conflit. La tâche a donc été confiée au Bureau des capacités stratégiques, OCS, petite organisation créée en 2012 pour déployer plus vite sur le terrain des prototypes technologiques que les systèmes d'acquisition traditionnels. Le OCS a pris en charge ce qui allait devenir le projet Pelé, dont l'objectif initial n'était pas si ambitieux. Construire un prototype, le tester dans un laboratoire national, puis décider si l'idée valait la peine d'être poursuivie. Le processus officiel a commencé en janvier 2020, après que le OCS ait choisi un nom pour le projet inspiré de la mythologie hawaïenne et publié un avis d'intention pour une étude d'impact environnemental complète. Le projet Pelé visait à construire et tester un réacteur nucléaire militaire transportable, et l'évaluation du OCS couvrait la construction, l'exploitation, le transport et le démantèlement éventuel d'un prototype. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, cela signifiait que, oui, un projet de réacteur nucléaire sous une forme ou une autre allait bientôt être lancé, mais que toutes les précautions seraient prises pour éviter que cela ne se transforme en un mini Tchernobyl. Bonne nouvelle. Depuis 1986, tout projet dont le titre associe nucléaire et réacteur suscite la plus grande méfiance du public et de groupes de pression. Rappelez-vous aussi que la série à succès de HBO Tchernobyl, qui explorait les ravages de la catastrophe du réacteur, avait été diffusée seulement 6 mois plus tôt, et que les corps en décomposition des liquidateurs exposés au syndrome d'irradiation y étaient représentés de façon assez graphique. Cela a peut-être eu ou non un impact sur l'opinion publique, mais le Pentagone avait aussi sur son dossier l'héritage de l'accident du SL1, donc, eh bien, il n'y a pas de mal à être prudent, n'est-ce pas ? Le Pentagone a déjà attribué les premiers contrats de conception à 3 entreprises. BWXT Technologies a proposé un réacteur refroidi au gaz à haute température, utilisant des particules de combustible triso enfermées dans des galets de graphite. X-Energy a proposé sa conception modulaire refroidie au gaz basée sur le réacteur X Equisiemsen, tandis que Westinghouse Electric Company a présenté un micro-réacteur compact à Calodux. En mars 2021, seuls 2 concurrents restaient,
BWXT et X-Energy sont passés à l'ingénierie détaillée, Westinghouse ayant été éliminé. Le cahier des charges était difficile. Le réacteur devait fournir 1 à 5 MW d'électricité suffisant pour alimenter une base opérationnelle entière pendant au moins 3 ans sans recharge. Il devait pouvoir tenir dans des conteneurs ISO standards et résister à un transport potentiellement mouvementé par avion, camion, train ou cargo. Et une fois sur place, il devait être capable de produire de l'électricité dans les 72 heures suivant son arrivée et pouvoir être complètement arrêté, déconnecté et retiré du site en moins de 7 jours. Il fallait aussi, vous savez, qu'il n'explose pas et n'irradie pas tout le monde. 2 étapes réglementaires majeures ont suivi en 2022. En février, le Pentagone a publié ses conclusions d'impact environnemental, puis en avril, le département de l'énergie des États-Unis a rendu une décision officielle, approuvant la construction et les essais au laboratoire national de l'Idaho, qui accueille déjà de nombreux programmes de réacteurs expérimentaux depuis la guerre froide, dont Long Shadow, Cell et 1. Enfin, le 9 juin 2022, le SEO a attribué le contrat du prototype à BWXT. L'accord, d'une valeur allant jusqu'à 300 millions de dollars, portait sur la conception finale, la fabrication, la production de combustible, la livraison dans l'Idaho et le soutien à la campagne de démonstration du réacteur. X-Energy n'a pas été choisi, malgré la poursuite de ses recherches sur le réacteur refroidi au gaz via des programmes distincts du département de l'énergie. BWXT, basé à Lynchburg, Virginie, était le choix évident. L'entreprise fabriquait depuis des décennies des composants nucléaires pour les réacteurs des sous-marins de la marine américaine et exploitait déjà l'une des rares lignes de production commerciale de combustible TRISO du pays. Et c'est en gros l'histoire du projet Pele. Depuis 2022, il reste en développement au laboratoire national de l'Idaho, bien qu'avec quelques retards. Le Pentagone prévoyait de lancer les essais en 2024, mais en 2025, ce calendrier avait été repoussé de manière assez opaque vers la seconde moitié de la décennie. On s'attend désormais à ce que le réacteur prototype soit moins une expérience autonome qu'une passerelle technologique vers de plus larges déploiements militaires. Et une fois déployé, le réacteur devrait être le premier réacteur de génération 4 opérationnel à produire de l'électricité sur le sol américain. La catégorie de conception nucléaires avancées, évoquée en ingénierie et politique depuis plus de 20 ans, restait jusqu'ici quasi théorique. Maintenant que vous connaissez l'histoire, comment fonctionne ce réacteur ? Si l'on fait abstraction des conteneurs d'expédition et de l'habillage militaire, ce prototype est un réacteur à gaz à haute température. L'hélium traverse un cœur en graphite, capte la chaleur de fission et l'amène à un système qui la convertit en électricité. Le modèle BWXT est actuellement décrit comme produisant environ 1,5 MW électriques, ce qui le place juste à l'intérieur de la fourchette initiale du programme, comprise entre 1 et 5 MW. Assez pour alimenter une petite base, mais pas assez pour quelque chose de plus grand. La partie intéressante, bien sûr, c'est le combustible. Pele utilise ce qu'on appelle du combustible TRISO, acronyme anglais de Tristructural Isotropic Particle. Chaque particule de combustible est un noyau d'uranium, gros comme une graine de pavot, environ 1 mm, entouré de couches de carbone et de carbure de silicium. Ces revêtements servent de mini-confinement, retenant les produits de fission radioactifs, et restant intacts à des températures bien supérieures à celles prévues en fonctionnement normal du réacteur. Des millions de ces particules sont regroupées dans de plus grands éléments combustibles qui se trouvent à l'intérieur du cœur du réacteur. Le TRISO est étudié depuis les années 1960 et a été largement testé au laboratoire national de l'Idaho et à Oak Ridge, où des échantillons ont été chauffés à plus de 1600 degrés Celsius pour observer la résistance des revêtements. Pour un réacteur stationné sur un terrain d'aviation austère, cette marge thermique est essentielle. L'uranium dans ces grains est du HALE, c'est-à-dire de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur. Le combustible des réacteurs commerciaux est enrichi à 5%, du 235 contre plus de 90% pour de la matière de qualité militaire. Le HALE, enrichi à moins de 20%, offre aux réacteurs avancés un combustible plus énergétique sans dépasser la limite critique. Pour Pell, le matériau est issu de la dilution d'uranium hautement enrichi des stocks américains, méthode déjà utilisée par le département de l'énergie pour d'autres réacteurs avancés, la chaîne d'approvisionnement commerciale, en HLE, étant encore en développement. Et comme mentionné au début de la vidéo aujourd'hui, toute l'installation est conçue pour tenir dans 4 conteneurs d'expédition ISO standard de 20 pieds. L'un contient le module du réacteur, les autres transportent l'équipement de conversion d'énergie, les systèmes de contrôle et d'instrumentation, ainsi que le matériel de soutien et de refroidissement. L'agencement précis de la turbine n'a pas été détaillé publiquement, mais l'architecture repose sur l'hélium comme fluide de travail et l'air comme source froide finale. Ce détail sur l'air est important. Un réacteur nucléaire classique nécessite une rivière, un lac ou le littoral pour évacuer sa chaleur résiduelle dans l'eau. Pour y remédier, la plupart des réacteurs sont placés près de sources d'eau ou de réservoirs de refroidissement.
La centrale électrique du South Texas Project utilise un réservoir de refroidissement artificiel de 7000 acres, construit spécialement pour ces réacteurs. Pendant ce temps, le plus grand réacteur nucléaire d'Europe, la centrale nucléaire d'Olkiluoto, utilise la vaste mer Baltique comme source de refroidissement. Ceci comporte des risques. La pollution thermique, fréquente même en respectant la procédure, peut nuire aux écosystèmes et tuer les poissons. En cas rare de fusion du cœur, le devenir de l'eau de refroidissement contaminée reste controversé. Certains réacteurs soviétiques ont empoisonné les lacs voisins jusqu'à leur disparition. C'est là que les petits réacteurs du projet Pell pourraient avoir un avantage. Pell est refroidi par air, ce qui permet son installation sur une dalle de béton dans un désert ou sur une île du Pacifique, sans nécessité de bassin de refroidissement ni d'impacter un cours d'eau proche. Combiné à son format de conteneur, cela élargit considérablement la liste des sites possibles. Les camions, wagons, cargos et avions C-17 transportent déjà couramment des conteneurs de 20 pieds, donc le réacteur est conçu pour exploiter ce réseau logistique existant. La sûreté dépend du combustible et de la géométrie du cœur, non des pompes et vannes. En cas de surchauffe, la conception de Pell utilise la rétroaction négative de température. Quand le graphite du combustible chauffe, la fission ralentit d'elle-même, sans intervention humaine ou activation de pompe. La chaleur résiduelle après l'arrêt, responsable de la catastrophe de Fukushima, doit être évacuée par conduction et circulation naturelle de l'air autour de la structure, assez lentement pour préserver l'enrobage TRISO. L'expression du programme est « sûr même si tout le monde s'en va ». On affirme que si tous les opérateurs quittaient et que tous les systèmes tombaient en panne, le réacteur se refroidirait de façon stable au lieu de percer son enceinte de confinement en fondant. C'est en tout cas l'objectif. La question de savoir si le réacteur résiste à tous les scénarios crédibles, au sabotage, aux accidents de transport, à une attaque directe, à la dégradation du combustible sur plusieurs décennies, c'est ce que la campagne de test à l'Idaho est censée commencer à éclaircir. Cela pourrait expliquer les années de développement en cours. Il est compréhensible qu'un réacteur nucléaire, quelle que soit sa taille, doivent être rigoureusement testés pour prendre en compte tous les types d'éventualités sur le terrain, surtout si l'intention est de s'installer dans une zone de guerre active. Pour l'instant, le pari des ingénieurs est simple, un combustible robuste, un cœur tolérant, et une configuration qui tient sur un camion. Alors, quand allons-nous voir cette chose en action ? Revenons à notre chronologie. En septembre 2024, les équipes ont lancé les travaux au Critical Infrastructure Test Range Complex en Idaho. Malgré ses ambitions, le site de Pell reste modeste. Une dalle en béton armé, une structure de protection conçue pour absorber les radiations pendant le fonctionnement, ainsi que les tranchées, conduits et raccordements utilitaires nécessaires pour connecter un réacteur en conteneur à l'instrumentation et au réseau du laboratoire. Cette cérémonie marque le moment où Pell cesse d'exister uniquement sur le papier. Le docteur Jeff Waxman, responsable du programme au Bureau des capacités stratégiques, l'a affirmé. Le projet entre dans une nouvelle phase, dépassant l'époque des réacteurs avancés sur PowerPoint. D'autres concepts de la génération 4 avaient été évoqués depuis 20 ans. Celui-ci était enfin concret, ce qui était enthousiasmant, même si le calendrier a été réajusté. Les premiers documents de planification prévoyaient une livraison en 2024, mais maintenant, comme nous l'avons dit, c'est plutôt pour la fin de la décennie. Dans le domaine du nucléaire, cependant, ce genre de retard n'est pas vraiment rare. En juillet 2025, BWXT a lancé la fabrication du cœur du réacteur sur son campus d'innovation de Lynchburg, Virginie, où est aussi produit le combustible pour les sous-marins et les porte-avions de la marine américaine. Ici, les particules TRISO, blocs de graphite et composants du cœur sont assemblés. BWXT est le contractant principal, l'équipe s'organise autour de lui. Northrop Grumman gère les systèmes de contrôle et surveillance. Rolls-Royce Liberty Works, oui, le constructeur automobile, s'occupe de la conversion d'énergie, tandis que Torch Technologies intègre les éléments. Après l'arrivée du réacteur dans l'Idaho, les essais débutent par l'assemblage sur site et des revues de sécurité menées par le département de l'énergie et le laboratoire national. Ensuite ont lieu le démarrage initial et les tests de criticité, où le cœur maintient pour la première fois une réaction en chaîne. Le réacteur sera ensuite relié au micro-réseau spécialisé du laboratoire national de l'Idaho, utilisé pour étudier le comportement des générateurs avec des sources conventionnelles. Le programme d'essai, prévu sur plusieurs années, vise à démontrer les éléments requis par le cahier des charges de 2020, production électrique de quelques mégawatts, exploitation à distance avec peu de personnel, adaptation à la demande, possibilité de déconnexion et préparation au transport du réacteur, ainsi que procédure de maintenance pour l'équipe déployée. Chacun de ces éléments doit être démontré en pratique avant même de pouvoir envisager d'installer le réacteur sur une base. Pour un programme dont les prédécesseurs se sont arrêtés dans les années 1970, un cœur de Lynchburg et une plateforme achevée dans l'Idaho sont la partie la plus difficile du parcours. Comme mentionné, l'aspect nucléaire suscite des inquiétudes, car les qualités qui rendent de Pell
attractif pour le Pentagone le rendent aussi controversé hors du Pentagone, dans le champ de la politique internationale et de la non-prolifération nucléaire. Un réacteur assez petit pour être transporté sur une remorque peut aussi être placé près d'une piste dans une zone contestée. Un article de 2023 dans Physics Today a bien résumé ce débat. L'article affirmait que le prototype suivait une voie technique crédible à le laboratoire national de l'Idaho, mais que des préoccupations sociopolitiques faisaient du déploiement du prototype une toute autre question. Abordons d'abord la sécurité. Bien que le combustible TRISO et le refroidissement passif gèrent les pires scénarios thermiques, un réacteur doit rester blindé, gardé, surveillé et accompagné d'un plan d'urgence applicable par les commandants locaux. Le combustible usé doit bien aller quelque part à la fin du cycle de 3 ans. Le plan prévoit de renvoyer les cœurs usés aux États-Unis pour stockage et traitement, ce qui implique que le problème du transport persiste après l'arrivée du réacteur sur la base. Le processus s'inverse avec un matériau bien plus radioactif. La vulnérabilité du transport du carburant des générateurs était un problème majeur que le projet visait à résoudre. La sécurité vient ensuite. Un réacteur sur une base avancée est une cible fixe, précieuse et sensible politiquement. Même sans brèche, un obus de mortier, une frappe de drone sur le blindage ou un accident interne peuvent causer une contamination influençant la politique, indépendamment de l'avis des ingénieurs. Le département de la Défense sait protéger des matériaux sensibles, mais un réacteur sur une plateforme diffère d'une ogive dans un bunker. Les enjeux de non-prolifération persistent. Les inquiétudes sur la prolifération nucléaire apparaissent dès que du matériel nucléaire est déplacé à l'international, surtout par l'armée. Pour rappel, le combustible TRISO du projet Pellet utilise du HALEU, compris entre 5 et 19,75%. Ceci reste bien inférieur à l'uranium de qualité militaire ou hautement enrichi, 20% et plus, mais supérieur au combustible ordinaire des réacteurs commerciaux. Maintenant, tout danger potentiel est en partie atténué. En plus d'être relativement peu enrichi, il est difficile d'extraire l'uranium du combustible TRISO. Cependant, l'intégrer dans un système transportable traversant plusieurs pays soulève des questions. Des experts redoutent qu'une production ou un transport généralisé banalise le déplacement d'uranium plus enrichi. Tout déploiement à l'étranger exigerait l'accord du pays hôte, et l'acceptation d'un réacteur militaire américain sera probablement compliquée en Europe ou ailleurs. L'opposition interne et les changements politiques du pays hôte peuvent retarder ou annuler des accords négociés depuis des années. Il y a aussi le coût. Le contrat du prototype peut atteindre 300 millions de dollars, auxquels s'ajoute la préparation du site, les tests, le combustible et le retour et l'élimination des matières usées. Comparé à un générateur diesel, cette nouvelle source d'électricité sera coûteuse, mais le faible coût fait aussi partie des objectifs de Pellet. L'intérêt n'est pas de produire une électricité bon marché, mais de fournir une alimentation continue sans avoir besoin de convois afin d'éviter le coût matériel et humain des camions-citernes. Les partisans au sein du DoD et chez BWXT soulignent la défense en profondeur déjà prévue par la conception. Revêtement. TRISO, arrêt passif, garde militaire du matériau de bout en bout et test surveillé sur plusieurs années. Les critiques s'interrogent néanmoins. Que se passe-t-il lors d'une attaque prolongée contre la base ? À quoi ressemble le cœur après des années dans une tempête de sable ou exposé aux embruns salés? Et en cas de problème, qui serait qualifié pour démonter le matériel? Donc, aussi important que puisse être Pellet, il reste à voir quelle utilisation sera faite de cette idée. Le Pentagone devra finalement décider si Pell devient un système opérationnel ou reste une expérience unique dans le désert. Ce n'est pas que le succès potentiel de Pell ne soit pas excitant en soi. En dehors des déploiements militaires, ce matériel pourrait aussi servir à l'aide humanitaire, notamment après un ouragan, pour rétablir un réseau régional ou alimenter des communautés civiles isolées. Si cette technologie existait à grande échelle, pourquoi ne pas l'utiliser ailleurs qu'en contexte militaire controversé? L'autre option reste aussi envisageable. Le prototype pourrait fonctionner techniquement et s'avérer tout de même trop coûteux par kilowattheure, trop lourd pour les cellules d'avion prévues par le programme, et trop complexe pour que les équipes puissent l'entretenir sur le terrain. Les deux issues seront suivies de près. Les alliés qui envisagent leurs propres réacteurs déployables, les fournisseurs qui commercialisent des micro-réacteurs commerciaux, et les concurrents qui évaluent des programmes similaires ont tous un intérêt pour ce que fabrique Idaho Home. La norme pour les réacteurs avancés transportables survivra sans doute au prototype. L'épreuve la plus dure a lieu en même temps que celle de l'ingénierie. Pell doit prouver qu'un réacteur fonctionnel peut quitter une centrale, voyager avec l'armée et rester une infrastructure acceptée. Merci d'avoir regardé.